Donc, nous allons continuer ce cours de théorie du champ classique. Je vais commencer aujourd'hui un nouveau chapitre qui est la dynamique relativiste. Donc là, j'ai besoin de votre attention parce que c'est un peu délicat. Il y a des notions que vous devez comprendre, de nouvelles notions que vous devez comprendre. Donc, je vais aller un peu lentement avec ce cours pour bien comprendre les choses. Donc voilà, en dynamique, donc comme vous le savez, comme dans le cas classique, on va considérer une particule et voir les équations du mouvement, donc surtout en termes de principe d'action, de l'action, de Lagrangien, Hamiltonien, etc. Donc, c'est la même procédure que vous avez vue l'année dernière en mécanique classique, mais cette fois, on va voir le cas relativiste des choses. Donc, on va commencer bien sûr par une particule libre. Donc, la particule libre, bien sûr, c'est comme une particule classique, une particule où il n'y a aucune force extérieure appliquée donc, sur cette particule. Une particule qui se déplace dans l'espace ou, dans notre cas, dans l'espace-temps. Donc, c'est une particule qui décrit une certaine ligne d'univers, une trajectoire dans l'espace-temps xt. C'est une ligne d'univers, une courbe, son déplacement dans l'espace-temps. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va diviser cette trajectoire en des trajectoires élémentaires, des petites trajectoires pour un petit dt, si vous voulez. Et bien sûr, dans chaque intervalle, là, dans chacun de ces intervalles, il y a une quadriposition qui est le quadrivecteur position dans cette petite zone-là. Et bien sûr, un quadrivecteur vitesse. Donc, ce qu'on va utiliser dans les Lagrangiens. Voilà, donc il y a pour chaque intervalle une quadriposition et une quadrivitesse. Le but, c'est de trouver les lois qui définissent le mouvement. Alors, on va faire une analogie avec le cas classique que vous connaissez très bien, je suppose. Vous devez le connaître très bien. Donc, on va prendre cette analogie avec le cas classique pour trouver le cas relativiste. Bon, la grandeur la plus importante dans ce travail un peu analytique des choses, c'est ce qu'on appelle le Lagrangien. Donc, rappelez-vous que l'année dernière, vous avez appris en mécanique classique avec Newton qu'il y a une certaine quantité qu'on appelle le Lagrangien. Bon, on va prendre bien sûr les morceaux de cette courbe et essayer de trouver le Lagrangien relativiste. Et il y a aussi un principe qui est aussi important, qui est le principe de moindre action. Donc, c'est un principe qui nous dit que quand nous passons du point A vers un point B, que ce soit en classique ou bien en relativiste, la courbe prise par cette particule libre entre A et B, c'est une courbe qui suit le principe de moindre action, c'est-à-dire c'est une courbe ou bien une trajectoire qui minimise l'action. Ce qu'on va voir en détail dans la suite de ce cours. Bon, donc on va déterminer les lois de mouvement. Bien sûr, ces lois de mouvement, comme vous le savez déjà, qui doivent être les mêmes dans tous les repères inertiels, c'est-à-dire qu'on a besoin de trouver des lois invariantes pour que ce soit vraiment des lois de la physique, ils doivent être invariants. Sinon, ce n'est pas une loi physique. Bon, donc on a une particule qui est dans A et puis qui traverse suivant une trajectoire, qui se déplace sur une trajectoire jusqu'au point B. Nous allons trouver une trajectoire,
cette trajectoire de déplacement dans l'espace ou l'espace-temps, c'est une trajectoire qui doit minimiser ou bien maximiser. On a une quantité qu'on appelle l'action. Bon, je ne sais pas si l'année dernière, vous avez appelé ça action. Il y a dans certains cours où ils appellent ça J, le jacobien, ou bien l'action de Jacobi, etc. Bon, chez nous, dans ce cours, on va utiliser le terme action. En fait, c'est le terme qu'on utilise dans la majorité des références de théorie du champ ou bien de mécanique relativiste. Cette quantité s'appelle l'action. Donc, on va trouver une courbe, ou bien la courbe de déplacement d'une particule libre. C'est une trajectoire qui minimise ou bien maximise cette quantité qu'on appelle l'action. Et bien sûr, l'action, pour que ce soit une vraie loi physique, doit être indépendante du repère, de n'importe quel repère, bien sûr, inertiel. Donc, c'est une quantité qui doit être invariante. Donc, comme on a divisé cette trajectoire en des petits morceaux, bien des petites trajectoires infiniment petites, donc l'action dans ce cas sera une somme de petites actions, chacune sur un intervalle, pour la trajectoire entre A et B, tout au long de la trajectoire. Donc, c'est une somme. Et pour un dt qui tend vers 0, donc pour un temps très très petit, si on minimise cet intervalle, cette somme se transforme bien sûr mathématiquement en une intégrale. Donc cette somme de la série d'actions, de petites actions entre A et B, devient une intégrale, bien sûr, qui est invariante, indépendante du repère. Bon. Nous devons construire cette action et avant, surtout, il faut trouver le Lagrangien. Donc, le Lagrangien qui va nous servir à calculer l'action. Bon, puisque cette quantité doit être indépendante, donc nous devons construire cette quantité à partir de quantités déjà invariantes ou bien indépendantes du repère. Donc, la seule chose qui est connue, et on est sûr qu'elle est invariante entre deux points A et B, c'est simplement le temps propre. Donc, vous avez maintenant l'habitude de trouver cette quantité delta tau, le temps propre, qui est la quantité qui est invariante entre n'importe quels deux points dans l'espace-temps. C'est-à-dire que tous les observateurs dans des repères inertiels, ils vont observer le même delta tau entre deux points fixés, deux points A et B. Donc, tous les observateurs inertiels, ils vont observer ou bien ils vont calculer le même delta tau puisque c'est une quantité invariante. Donc, cette action, puisque c'est une invariante, et qui est la somme de termes sur ces petits intervalles. Donc, cette action est une somme de quantité delta tau, puisque c'est la seule quantité invariante qu'on peut utiliser dans ce type de calcul. Donc, cette action doit être la somme d'une série de delta tau. Bon, bien sûr, les points de départ et d'arrivée, c'est-à-dire le point A et le point B sont fixes dans l'espace-temps. Donc, nous jouons sur la trajectoire entre A et B. Mais A et B sont fixes. Donc, par analogie à la mécanique newtonienne, comme en mécanique classique, il faut considérer l'action, ou bien qu'il faut considérer la courbe, ou bien la trajectoire entre A et B, comme étant la courbe qui rend cette action extrémale. Rappelez-vous, c'est une action qui doit être extrémale, c'est-à-dire ou bien un minimum ou bien un maximum. Vous pouvez utiliser le signe plus, vous pouvez utiliser le signe moins aussi. Donc, c'est une action qui doit être extrémale. C'est le vrai déplacement d'une particule libre. C'est une trajectoire, une courbe qui rend l'action extrémale.
c'est-à-dire un minimum ou bien un maximum. C'est-à-dire, c'est la trajectoire de la moindre action. C'est comme l'exemple classique d'une action stationnaire. Quand vous avez deux points fixes dans l'espace et il y a une courbe entre ces deux points fixes, cette courbe devient une courbe stationnaire ou bien une action stationnaire. Donc, si vous voulez, vous pouvez faire une ressemblance ou bien une analogie par une corde, la corde d'une guitare, par exemple. Donc, les extrémités sont fixes et puis il y a une onde entre ces deux points fixes qui devient une onde stationnaire. Bon, ce n'est pas exactement la même chose, mais c'est suffisamment proche pour imaginer un peu comment la courbe peut devenir une courbe stationnaire ou bien une action stationnaire pour vérifier le principe de moindre action. Bien sûr, cette action qui doit être invariante, indépendante du repère, elle peut être multipliée par un scalaire, ça ne change rien dans notre calcul. Donc, si vous avez besoin de multiplier par un scalaire ou bien même d'ajouter ou retrancher un scalaire de l'équation pour faire une analogie avec la mécanique newtonienne, ça ne pose aucun problème. Avec un scalaire positif ou négatif, mathématiquement, ça ne change rien. C'est toujours la même action, donc on peut multiplier par un scalaire, on peut ajouter ou retrancher un scalaire positif ou négatif pour retrouver des formes plus familières des actions, une forme plus familière un peu des équations. Donc, ça sera l'analogue d'un système classique. Comme vous savez, l'invariante entre deux points, c'est le temps propre. Donc, qui est la distance la plus courte entre deux points. Cette distance la plus courte entre deux points dans l'espace-temps, c'est bien sûr le temps propre. Donc, cette action, qui est la somme de plusieurs delta tau, donc, c'est n fois cette somme de delta tau, ou bien la somme de n fois delta tau, avec un signe moins. Bon, pourquoi le signe moins? Ça n'a aucun sens physique, ça n'a aucune importance physique. Le signe moins est une convention qui a été adaptée par les physiciens classiques avant Einstein. Donc, c'est une convention juste pour retrouver les équations classiques newtoniennes quand on fait le cas des faibles vitesses. Donc ça, le signe moins ici, il n'a aucun sens physique, c'est juste une convention mathématique pour faire une analogie avec les équations classiques. Donc, puisque notre trajectoire est divisée en plusieurs intervalles, des intervalles différentiels, bien sûr, très petits. Donc, c'est n fois intervalle, si vous voulez, c'est n fois la petite action qui fait l'action totale. Donc, l'action totale, c'est n fois les petites actions si on a n intervalles entre A et B, avec un signe moins, donc juste comme convention. Donc, l'action, c'est moins n, la somme des delta tau, ou bien la somme des temps. Bien sûr, nous devons transformer cette somme en une intégrale. Donc, l'intégrale se fait quand delta tau tend vers 0. Donc, c'est la limite de cette action quand delta tau tend vers 0. Donc, c'est moins n. Au lieu de la somme, on met une intégrale. Donc, c'est l'intégrale, bien sûr, entre A et B, de d tau. Donc, c'est moins n, l'intégrale de d tau. Bien sûr, on remplace d tau par sa valeur. Donc, d tau, c'est la racine de dt carré moins dx carré et dy carré dz carré, mais on prend un mouvement suivant l'axe x. Donc, c'est moins n fois l'intégrale. Si on met dt
à l'extérieur de la racine. Donc, il nous reste 1 moins dx carré sur dt carré, c'est v carré. Donc, c'est, comme d'habitude, c'est la racine de 1 moins v carré dt. Bon, avec le moins n. Bon, v, vous savez que v, la notation classique, c'est v, c'est la dérivée de la première dérivée du vecteur position, que ce soit dans l'espace ou bien dans l'espace-temps. On a l'habitude de noter ça x point, donc la dérivée de x point. Donc v étant la dérivée de x, nous, la convention ou bien la notation classique standard, c'est de mettre x point, c'est-à-dire dx sur dt ou bien dx sur dt dans notre cas. Donc, c'est la première dérivée du vecteur position x qui représente la vitesse. Donc, à la place de v carré, on note x point carré. Donc, cette action est égale à moins n fois l'intégrale de 1 moins x, racine de 1 moins x point carré fois dt. Bon, donc c'est une intégrale qui dépend de la vitesse, puisqu'il y a ce v carré ou bien ce x point carré. Et puis, si vous faites une comparaison avec le cas newtonien, le cas classique, l'intégrale doit être, ou bien c'est une somme, ou bien c'est l'intégrale d'une quantité qu'on appelle le Lagrangien, comme en Newton, comme la mécanique analytique de Newton. L'action, c'est l'intégrale d'un Lagrangien fois dt. Donc, nous sommes là avec une certaine quantité qu'on peut considérer comme étant un Lagrangien. Donc, et vous savez aussi que le Lagrangien peut être dépendant des deux, de la position et de la vitesse, x et x point. Mais nous travaillons avec une particule libre, donc il n'y a pas de force extérieure, il y a en absence de force. Donc, ce Lagrangien dépend seulement de la vitesse. Donc, ce que vous voyez là, il y a seulement un x point. Mais si la particule n'était pas libre, ça pourrait être une quantité qui dépend de x et de x point. Mais maintenant, le plus simple, c'est de faire le calcul sur une particule libre. Bon, donc ce Lagrangien, ou bien l'intégrale, devient une intégrale de la racine de 1 moins v carré ou bien la racine de 1 moins x point carré. Donc, ça devient, attendez, là il n'y a pas une intégrale. Donc, il y a une petite erreur dans cette équation. Là, ce n'est pas une intégrale. Faites attention. Je vais corriger tout de suite pour ne pas créer un malentendu. Là, ce n'est pas une intégrale. Ça, ce n'est pas une intégrale. C'est moins n racine de... donc, je vais corriger ça. Donc, c'est moins n... parce que là, la quantité à l'intérieur de l'intégrale, donc n est un scalaire. Donc n, on peut le rendre à l'intérieur de l'intégrale avec son signe moins. Donc, c'est donc moins n fois cette quantité, c'est le Lagrangien. Donc, bien sûr, aussi sans le dt. Donc, l'intégrale, c'est avec dt, mais le Lagrangien, c'est simplement moins n avec ce qui est à l'intérieur de l'intégrale sans le dt, bien sûr, sans la variable t. Donc, notre Lagrangien, qui dépend de la vitesse, c'est moins n racine de 1 moins x point carré, ou bien, si vous prenez tout l'espace, c'est moins x point carré plus y point carré plus z point carré. Ou bien tout simplement v carré.
Donc, le lagrangien relativiste, c'est moins n racine de 1 moins v carré. Pourtant, si vous vous rappelez de Lagrangien classique, le Lagrangien classique, c'était un demi